J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Nathalie Tomasini, maître Nathalie Tomasini, que j'ai le plaisir de connaître de par les hasards de la vie. Ça fait maintenant quand même quelques années qu'on se connaît toutes les deux. C'est vrai. Dans ce Secret d'Icône, ou les clés de l'iconitude, le podcast qu'on a souhaité créer sur Icône Média pour donner une vision certes aux professionnels, aux experts, mais surtout comprendre qu'est-ce qui fait qu'on arrive un jour à un statut d'icône, c'est-à-dire une personne engagée dans la société, qui a envie de faire bouger les choses, qui au quotidien porte des valeurs profondes et qui essaie de les mettre en jeu avec les autres, mais aussi, dans ton cas, de les défendre. Donc je te remercie Nathalie, parce que c'est un exercice qui est jamais simple quand on est aussi une personnalité on va dire public comme toi, de se livrer à ce type d'exercice. Donc merci du fond du cœur. Merci à toi et merci à Icône. Donc moi je vais commencer par rentrer un petit peu dans ta vie, parce qu'encore une fois on connaît la professionnelle que tu es, émérite, qui a permis de faire bouger des lignes de droit, des parcours de vie, jusqu'à des grâces présidentielles. Mais avant tout c'est une femme qui est derrière le mot maître, donc madame. Et voilà, c'est parler déjà de ton parcours de vie, toute petite, qui tu étais. Est-ce que c'est en ligne avec celle que tu es devenue et de commencer peut-être notre parcours de ce soir iconique par la petite fille que tu étais. Je pense que déjà petite, j'étais ce qu'on peut appeler la promesse de celle que je suis devenue. Et d'ailleurs, je crois que c'est le cas pour tout le monde, parce que la vie, finalement, c'est un puzzle. Et chaque pièce que l'on pose va révéler finalement le dessin du puzzle et le dessin de notre vie. Et donc, toute petite, j'étais déjà une femme de dossier, puisque mon jeu préféré consistait à découper différentes images dans les magazines de mes parents et à constituer des dossiers par genre. D'accord. Et en fait, ça pouvait me prendre une semaine entière. Okay. Et j'étais extrêmement sage, extrêmement studieuse. Je prenais mes petits ciseaux d'enfant et je découpais ces images et je les classais dans des pochettes avec, par exemple, les mannequins femmes, les films préférés, les animaux, et ensuite je mélangeais parfois ces différentes images pour créer des histoires. Et réellement, maintenant, rétrospectivement, quand j'y pense, je me dis que quelque part j'étais un peu prédestinée à gérer des dossiers et à raconter des histoires. Et donc cette singularité qui est la tienne, avec vraiment un parcours de vie, donc tu expliques, qui était déjà quelque part dessiné petite, c'est un environnement familial qui permet que tu t'exprimes librement à l'époque déjà. Qu'est-ce qui est le terreau finalement pour faire émerger une singularité profonde selon toi ? Oui, effectivement, l'éducation elle est fondamentale et nos parents sont ceux qui vont finalement faire qu'on va s'épanouir ou pas. Et je dois dire que mon père nous disait, puisque nous étions 3, j'ai 2 frères, et nous disait toujours à table, puisque c'était vraiment les réunions familiales où on échangeait, regardez autour de vous, vous n'êtes ni moins intelligent, ni moins beau que les autres, bien au contraire, le monde vous appartient. Ah oui, donc c'est une culture... Et je crois, j'ose dire que ça m'a porté toute ma vie. J'ai toujours pensé que pourquoi pas moi ? Voilà, ouais. Ça a été vraiment un élément fondateur, on va dire, de mon parcours de vie en tant que professionnelle et en tant que femme. Pourquoi pas moi ? On est toutes des icônes, quelque part. Exactement. C'est un peu ce que tu défends aussi au quotidien aujourd'hui. On est toutes des icônes. Il suffit de s'écouter, d'écouter sa petite voix intérieure et son propre génie. Nous avons tous un génie qui est en nous. Encore faut-il se le dire et s'écouter et se faire confiance.
Mais on est dans une société et tu es mieux placé que personne pour savoir que cette société a des normes, qu'on nous impose des dictates, qu'il y a des modes, il y a des tendances, il y a ce patriarcat aussi qui a construit la société dans laquelle on est aujourd'hui. Et c'est tellement difficile de déconstruire cette puissance, enfin on va dire ce rouleau compresseur qui est la mass culture. Et comment toi tu as réussi à vaincre, en partant de cette petite fille que tu étais, cette pression sociale qui fait que tu es un peu en dehors des normes, voilà, c'est pas ok, tu es un peu trop toi-même, c'est pas ok non plus. C'est quoi ton secret pour résister à la pression de la masse, quoi, de la société? En fait, je crois aussi que ce qui est important, c'est d'avoir une vision d'un monde idéal. Ouais. À partir de là, si on a cette vision, portée par une énergie qu'on n'a pas tous et toutes au départ, de la même manière. Hein. Ça, c'est très clairement, il y a une inégalité de base. C'est l'énergie vitale que l'on a ou que l'on n'a pas. J'ai eu la chance peut-être d'avoir cette étincelle, cette énergie très très dense en moi, très forte, qui m'a permis de faire face. Donc il y a un peu les deux, il y a à la fois l'énergie et puis cette vision du monde qu'on souhaiterait créer, dans lequel on souhaiterait vivre, qui est forcément pas le monde dans lequel on vit. Donc il faut avoir des objectifs, une vision, et puis mettre son énergie au service de la réalisation de ce monde meilleur. Voire même mission, dans ton cas. Oui, une mission, sans doute, c'est-à-dire donner du sens. En fait, on n'a qu'une vie. Il faut quand même être consciente que la vie est courte, qu'on n'en a qu'une, et que cette trajectoire de vie doit avoir du sens. Et je dois dire aussi que j'ai, à un moment donné de ma vie, donc passé des examens de sciences politiques. Bon. Et il y avait une matière qui était, je crois, la sociologie du droit. Et s'agissant de cette matière, on avait un sujet et on devait disserter sur le verbe être pendant 5 heures. Et rétrospectivement aussi, là, je me suis dit que j'avais déjà les clés en prémisse de ce que j'allais faire, mais je ne le savais pas encore. Quelle a été ma dissertation, quel a été mon devoir? Pour moi, c'est quoi être? Première partie, avoir des droits. Deuxième partie, laisser une trace dans l'histoire. Voilà. Ah ouais, il y a aussi le fait de marquer l'histoire. Voilà, et donc c'est mon frère qui m'a rappelé cette anecdote en me disant, est-ce que tu te rappelles de ton devoir quand tu as passé l'examen Sciences Po, où d'ailleurs j'ai eu une très mauvaise note, je dois le dire. Eh bien, c'était ça, avoir des droits, laisser une trace dans l'histoire. Et quelque part, c'est vraiment mon parcours. Puisque je me bats justement pour les droits des femmes, et à travers ce combat, j'espère avoir fait bouger les lignes, et de par l'affaire Jacqueline Sauvage, j'ai quand même, entre guillemets, marqué l'histoire. Et c'est quoi justement le rapport de la femme avec Maître Nathalie Tommasini? Parce que tu es donc une frondeuse, une boxeuse, on sait que tu adores la boxe, il y a un côté aussi combat en toi, il y a un côté que certains appellent même très masculin, enfin voilà, et il y a cette notion de défense, enfin voilà, et pour autant, quand on te connaît, et j'ai la chance de te connaître, c'est quelqu'un aussi de très tendre, de très affectueux, aussi qui a des vraies valeurs d'amitié, qui est très dans le care, qui est très enveloppante, même dans ta façon d'accompagner les victimes. Oui, absolument. C'est absolument nécessaire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée depuis que je te connais. C'est cette, quelque part, ce que la société appellerait une dualité, mais qui chez toi fait un tout. Alors on voit la personne extérieure qui évidemment est quelque part dans son rôle, mais qui est très dans le combat, mais en face on a cette tendresse, je pourrais dire oui, cette vraie tendresse, cette profonde tendresse pour l'autre. Et donc quel est ton rapport à la femme, tu vois, parce que c'est une question qui peut se poser, parce que tu les défends. Oui. Mais quel est ton lien?
tu vois, profond. Mon lien, il est extrêmement fort puisque j'accompagne mes clients pendant des années. Je peux les accueillir la première fois dans mon cabinet enceinte et je vais aller finalement jusqu'à voir gambader leur enfant dans mon cabinet après coup. Donc le lien, il est extrêmement fort. Tu parlais tout à l'heure de mission. Effectivement, j'ai le sentiment parfois d'avoir la mission de leur sauver la vie quelque part. La leur et celle de leurs enfants. Donc le lien, forcément, il est extrêmement fort. Et de toute façon, je suis obligée de le créer, ce lien, et de le tisser vraiment, vraiment fort, parce que ce sont des femmes qui sont en perte de confiance totale en l'autre, qui se sentent traquées, qui sont perdues, et pour que de nouveau elles tendent la main et qu'elles la prennent, il faut vraiment qu'elles aient confiance. Donc ça, c'est fondamental dans le cadre de ma profession, c'est-à-dire vraiment accueillir, aider, soutenir l'autre, les autres, femmes comme hommes d'ailleurs, les victimes, pour leur proposer d'aller sur l'autre rive avec mon accompagnement. Et en même temps, c'est au prix d'un combat, donc avec beaucoup de force et de détermination et de pugnacité, que j'arriverai à les faire passer de l'autre côté. Donc il faut de l'amour de l'autre. Obligatoirement. Pour aller jusque-là. Parce que dans tes procès, quand on va sur une jurisprudence qui amène à une grâce présidentielle, je veux dire, comme tu dis, c'est le parcours d'une vie. Oui. Et donc, ça crée ce lien très particulier, qui d'ailleurs est très américain. C'est-à-dire que c'est une façon de vivre le droit et de vivre la défense de l'autre. Très, très, très dans l'humain, très dans le lien, très... Voilà, et donc ça crée quelque chose de très spécial finalement, qu'on n'a pas forcément l'habitude en France. Non, c'est vrai que c'est une vision de la défense assez anglo-saxonne et américaine plus particulièrement, où on fait exister les victimes. Donc moi j'ai des avocates qui pour moi est plus qu'inspirante, qui est un modèle, qui est l'avocate Gloria Allred, qui est une avocate qui justement défend les droits des femmes et qui, je le rappelle, a fait exister les victimes, donc les parties civiles, dans le procès pénal américain, où elles n'existent pas. Puisque nous avons quand même la chance en France d'avoir des parties civiles dans les procès d'assises qui ont une place, un rôle, où on peut demander des dommages et intérêts, mais sur le plan pénal, et où elles ont des avocats qui plaident, aux États-Unis, pas du tout. C'est le procureur et les auteurs des violences, des meurtres, des féminicides, qui sont seuls dans le cadre du procès. Et donc Gloria Allred a fait exister ces victimes dans les médias, d'où le tribunal médiatique très présent aux États-Unis, qui est très nouveau en France. Et c'est pour cela aussi que j'ai été extrêmement décriée de par ma médiatisation de ces affaires, de par le fait que j'amenais avec moi sur les plateaux de télé mes clientes et donc les victimes, et c'est quelque chose qui est très très nouveau en France, mais qui pour moi met en lumière les victimes qui jusqu'à présent restaient dans l'ombre en France, où on n'en avait finalement que pour trouver des circonstances atténuantes aux auteurs, aux criminels et aux délinquants. Et là, j'ai souhaité qu'elles existent, qu'elles parlent, et d'ailleurs il y a eu cette libération de la parole avec les mouvements MeToo et Balance ton porc que l'on connaît, et ça n'arrête pas d'ailleurs. Aujourd'hui, toutes les femmes, dans tous les milieux quels qu'ils soient, médias, théâtre, cinéma, sport et j'en passe, on voit que réellement j'avais on va dire, oui, là pour le coup, une vraie vision de ce qu'allait être le monde de demain, et je m'en félicite, et je pense qu'on n'est qu'au début.
Et justement, donc Gloria Allred est ton icône, Oui, tout à fait. voilà, parce qu'on a tous aussi quelque part un référentiel. Complètement. Et tu as la particularité aussi de toujours t'entourer. Tu fais partie des personnes qui, même si elles ont beaucoup d'assurance de façade, sont d'une part très professionnelles, vont dans une expertise qui est jusque boutiste, et aussi qui savent s'entourer. Autour de toi, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent. Tu t'es fait accompagner par des coachs, Oui. toi-même tu accompagnes les patientes même dans des séances de photothérapie, tu es accompagné de psychiatres, de pédopsychiatres, enfin voilà, Tout à fait. parce que tu œuvres aussi sur les problématiques de harcèlement et autres. Et il y a cette capacité c'est ta forme d'iconitude, d'avoir su regarder l'histoire avec toujours un petit pas de recul et pour pouvoir regarder plus loin. Et c'est vrai qu'on a le mouvement MeToo qui est la parole des victimes qui se libère, mais ta façon d'aborder la défense, ta singularité, ton iconitude dans le professionnel, fait que tu as contribué de façon colossale à cette libération de la parole. Absolument. Et c'est quelque chose qu'on ne dit jamais assez à ton sujet, je trouve. On va parler de jurisprudence, donc Jacqueline Sauvage, Valérie Bacot, on va parler de personnes qui sont devenues des personnalités, de fait, de par leur histoire et ce que tu as fait. Mais c'est assez incroyable de voir combien tu as contribué à cette libération de la parole positive, construite. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste en train de décrier, on prend la parole au moment où on a étayé un dossier et on est en capacité de prouver. Complètement. Mais c'est pour ça que à partir du moment où on a une vision, où on est quelque part un peu précurseur dans n'importe quel domaine, à mon sens, on ne peut s'en rendre compte, en tout cas l'entourage et la société ne peuvent véritablement analyser le parcours de quelqu'un qui peut être précurseur qu'a posteriori, c'est-à-dire beaucoup plus tard. Puisque en réalité, je rappelle que lorsque j'ai créé le premier cabinet entièrement dédié à la défense des femmes victimes de violences conjugales, c'était donc en 2011. 2011, aucun cabinet, aucun avocat ne défendait les victimes de violences conjugales. Aucun. Zéro. Donc déjà c'était une gageure absolue et c'était une vraie vision. Ensuite j'estime que l'affaire Sauvage évidemment a sensibilisé d'une manière historique la société dans son ensemble à la problématique des violences intrafamiliales et c'est un des premiers jalons de la libération de la parole des victimes et de MeToo. Et quelque part, donc tu iconises tes victimes. C'est-à-dire qu'il y a un côté où de toute façon, ta capacité de comprendre leur dossier, parce que pour le médiatiser et pour faire, pour lui donner la dimension qu'il faut pour que la parole des femmes que tu défends soit entendue, parce qu'aujourd'hui on l'entend, mais on ne l'entendait pas. Donc c'est cette capacité à les iconiser et à porter leur histoire, à créer quelque part, même quand il n'y a pas de preuves, il en faut. Et à leur dire, c'est possible. C'est possible. Vous n'y croyez pas, moi je vous dis que c'est possible. Je leur dis, vous allez y arriver. Et quelque part aussi, elles ne viennent pas me trouver par hasard. En général, elles poussent la porte de mon cabinet parce qu'à travers moi, quelque part, elles s'identifient et elles se disent, elle y est arrivée, elle, envers et contre tout, parce qu'on n'a pas parlé des difficultés du parcours. On allait y venir. Qui sont importantes, parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis devant toi, on parle d'icône, d'iconitude, très bien, mais à quel prix? À quel prix? Et il faut savoir payer ce prix, ce qui n'est pas simple non plus. Et mes clientes aussi payent le prix. Mais le prix, elles le payent à la fois, on va dire, psychologiquement, physiquement et financièrement. Parce que c'est tout ça, payer le prix de son iconitude, de sa liberté et de son monde meilleur. Il y a toujours un prix à payer quelque part. Toujours.
Et est-ce qu'on y est prêt? Est-ce qu'on y est prêt? On apprend à s'y préparer. Et c'est comme finalement un bateau. Il y a le beau temps, il y a le très mauvais temps, il y a la tempête, il y a des avaries, il faut faire face si on veut aller arriver de l'autre côté de la rive. Voilà. Et tout ça pourquoi alors? C'est quoi ce qui est le driver quand on passe la tempête, quand on sait qu'on est en train de défendre quelque chose se regarder, se dire ton rêve, tu vas peut-être y arriver, en tout cas tu as tout fait pour le créer et y arriver, donc tu peux te regarder en face et quelque part être fier de ton parcours. Alors c'est quoi le rêve de Nathalie Tomasini aujourd'hui? L'égalité des droits, homme-femme, femme-homme, le respect entre tous les êtres humains, le respect entre les hommes, les femmes et aussi envers les enfants, c'est fondamental. Et envers les animaux, je rajouterais aussi cela. Beaucoup plus d'humanité. Aujourd'hui, on souffre d'une perte d'humanité. Il y a une violence qui est extrême, une violence que moi je combats au quotidien. Mais la violence, il faut savoir qu'on parle de la violence dans la société, mais la violence, elle commence dans la première cellule humaine, qui est la famille. Ouais, la famille. Et donc, tant qu'on n'y arrivera pas, tant qu'on n'aura pas ce respect au sein d'une même famille, cette égalité des droits entre tous, on n'arrivera à rien. Et ça sera la fin. Et moi, je me bats pour un monde de respect, d'humanité, un monde idéal. Tu es la maman d'un garçon, hein, c'est le sort de l'histoire. Tu as un enfant, un fils. Oui. C'est quoi le message? C'est quoi le message d'une femme défenseuse des droits des femmes comme Nathalie Tomasini et le fait d'élever un garçon? Là encore, je pense que c'est une forme de mission aussi, et toutes les mères de fils, bien sûr, mais de filles aussi, mais surtout de fils, ont une mission, c'est-à-dire de faire de ces hommes de demain, de ces pères, de ces maris de demain, ceux qu'on aurait peut-être aimé rencontrer. Intéressant. Voilà. Ouais. Voilà. Là aussi, il y a motivation, mission, même dans ton rôle de maman. Complètement. Et donc, c'est quelque chose qui t'habite, en fait, ton iconitude, cette vision du monde, dans tous les domaines. Il faut quand même comprendre que, comme je le disais tout à l'heure, lorsque on vient au monde, il faut se dire qu'il y a quand même quelque chose qui fait qu'on est ici, que donc on a tous et toutes une mission. Sinon, à quoi bon? Il faut donner du sens à cette absurdité quelque part de la vie, puisque on naît, on meurt, pourquoi finalement? Il faut essayer de se dire que son passage a eu peut-être un certain mérite. Voilà. Et ton secret, s'il y en avait un, Nathalie, que tu aimerais glisser à l'oreille de toutes ces femmes, s'il y avait un petit secret de Nathalie Tomasini, un petit message, voilà, pour les encourager dans leur quotidien à assumer leur singularité, leur iconitude, ce serait lequel? Je leur dirais ce que me disait mon père, c'est-à-dire croyez en vous, regardez autour de vous, vous n'êtes ni moins belle, ni moins intelligente que les autres, bien au contraire, le monde vous appartient, vous pouvez tout changer encore aujourd'hui. Merci Nathalie. Merci à toi.